Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. Le sujet de ma présentation, c'est sûr que l'innovation fait partie de notre quotidien au sein de notre entreprise. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le cœur du sujet. Fait que ma présentation, je vais toucher différents aspects de l'innovation. D'abord, mon rêve d'enfance, qui était quand même assez innovateur. L'innovation au niveau des dirigeants et de la gestion des ressources humaines. Un petit peu d'historique de l'entreprise, puis la structure de sites de production. L'innovation aussi au niveau des constructions et des choix d'équipement pour nos bâtiments. Au niveau de la production, les partenaires, c'est un point extrêmement important. La relève qui a commencé à s'impliquer au niveau de la ferme et s'intégrer au niveau de la ferme, et aussi l'innovation de garder un équilibre au niveau du travail, la famille et de l'implication sociale. D'abord, mon rêve d'enfance vient de loin. J'étais toute petite, puis j'aimais suivre mon père, aller sur les terres, aller voir la levée des semis, vérifier si c'était le temps de presser le foin. Puis je laissais mon sac d'école quand c'était le temps des sucres, puis je montais à la cabane à sucre, aller faire bouillir avec mon grand-père. Quelle belle journée que j'ai passée avec mon grand-père. Je pense, puis j'ai dit à mon père à l'âge de 14 ans de penser à ses filles comme relève. J'avais 2 frères, 2 sœurs, mais la ferme était pour mes frères. Donc, vu que mon père disait, je ne suis pas prête à prendre ma retraite, va étudier. Donc, je suis allée étudier, je suis allée faire mon cours en agriculture. J'ai obtenu mon baccalauréat en sciences animales de l'Université McGill au Collège McDonald en 1982. Et j'ai débuté à travailler comme agronome en nutrition animale. En 1986, j'avais un historique de... Mon père était producteur laitier, donc mon background, c'était plus au niveau de la production laitière. En 1986, l'entreprise où je travaillais en nutrition m'a demandé « Veux-tu prendre la nutrition avicole? » Là, je sortais vraiment de sentiers battus. J'ai dit oui, je vais accepter, mais à une condition. J'aimerais aller faire une formation 1 semaine ou quelques jours par année à l'extérieur en nutrition avicole. La première conférence, je me suis rendue aux États-Unis. Il y avait 200 personnes, une grande salle. Il y avait 3 femmes, 3 Canadiennes. Puis on s'est fait refuser de rentrer dans la salle. C'est pas si loin que ça en 86. Mais on est allé, on a assisté, puis les 3 femmes canadiennes travaillent encore en production avicole. J'y rencontre, j'y côtoie encore. Donc, c'est devenu des amis, des grandes amies, des collègues. Il faut aussi se donner des outils pour réaliser nos rêves. Fait que moi, je suis allée chercher mes outils, c'était la formation en agriculture, mais la formation continue, se poursuit tout le temps. Et le fameux réseau de contacts, développer notre réseau de contacts, puis s'entourer de partenaires. Que ce soit au niveau des actionnaires, au niveau de l'entreprise, des partenaires financiers, les employés, qui sont extrêmement importants dans l'entreprise, les fournisseurs d'intrants et d'équipements, aussi tous les autres producteurs, les couvoiriers et les classificateurs, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est au niveau de la production d'œufs. Donc, en 1993, notre équipe, je vais parler des dirigeants et les ressources humaines. En 1993, on était 2 agronomes, mon conjoint et moi-même, et une comptable agréée qui était ma sœur, on a décidé de prendre l'entreprise familiale. En 2016, une 2e comptable agréée se joint à l'équipe, qui est ma fille, Marie-Pierre. Au niveau des gestions des ressources humaines, on travaille avec des gérants et des gérantes qui sont responsables de leur site de production. Nous avons aujourd'hui 6 sites de production différents. On a un programme d'assurance collective qu'on offre à tous nos employés. On a un programme de prévention de CNESST. Puis tout récemment, on travaille avec des travailleurs étrangers. Fait que l'importance des familles est toujours au cœur de l'entreprise. Fait que pour nos employés, à tous les ans, on fait un michoui au mois d'août pour les employés, leurs conjoints-conjointes et leurs enfants. Puis on fait aussi un souper de Noël avec les conjoints, puis on leur remet un petit cadeau à chacun des employés. Et tout récemment, avec la relève, on a commencé à embaucher des travailleurs étrangers.
Puis, on a aussi des rencontres d'amélioration pour chaque membre du personnel avec des objectifs à atteindre pour la prochaine année. Ici, je vous donne un petit peu l'historique de la ferme familiale qui est non traditionnelle. On a aussi innové à ce niveau-là. Mes ancêtres ont innové. Merci à eux. Vous voyez, on est la 6e génération, mais dès la 3e génération, mon arrière-grand-père Pierre Poitvin a transféré sa ferme à sa fille Marguerite Poitvin et son gendre Ernest Bourgeois, ça en 1928. Et en 1961, c'est mon père qui a pris l'entreprise avec ma mère Solange Préfontaine. Et en 1993, mon père et ma mère transfèrent aux filles, ma sœur Chantal et moi-même, et mon conjoint Serge Lefebvre. Et en 2016, Marie-Pierre, notre fille, s'est jointe à l'entreprise comme actionnaire. Vous voyez ici quelques images de mes grands-parents et de la famille et du travail. En 1951, mes grands-parents, Ernest Bourgeois et Marguerite Poitvin, ont obtenu la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole. À ce moment-là, c'était seulement mon grand-père qui recevait la médaille. Un peu plus tard, la conjointe aussi a été reconnue comme récipiendaire de la médaille. En 1958, ils se sont mérités la famille terrienne. Et de 1961 à 1993, mes parents ont pris l'entreprise. Mes parents se sont mérités la médaille d'argent, sont arrivés 2e de la médaille d'argent lors du mérite agricole. Vous voyez ici la famille de mes parents. Bon, mes parents ont toujours été impliqués au niveau des expositions agricoles. Il y avait un troupeau Hershire pur sang. On se promenait beaucoup dans les différentes expositions, que ce soit à Sorel, Saint-Hyacinthe, Québec. On a fait Montréal, Armstrong, on a fait La Chute et aussi Toronto et Madison. En 1987, on avait un projet de prendre l'entreprise laitière. Malheureusement, il y a eu un feu et c'était plutôt la phase de reconstruction. On a reconstruit une étable, mais un peu sur un principe de poulailler. C'était 40 pieds de large par à peu près 200 pieds de long. Puis il n'y avait plus à ce moment-là de place pour l'entreposage du foin, était séparé dans un bâtiment séparé. Et pourquoi qu'on a fait ça? Parce qu'on savait qu'en production avicole, la ventilation était extrêmement importante. On s'est dit, s'il y a une bonne ventilation pour le troupeau laitier, ça va aider beaucoup au niveau de la production. Fait qu'en 1993, aujourd'hui, je vais toucher cet aspect-là de la présentation. Donc, on est une ferme familiale, nous sommes la 6e génération. Vous voyez ici ma sœur Chantal, mon conjoint Serge et moi-même sur la photo. Et récemment, la 7e génération s'implique sur la ferme. Nos parents ont vendu le quota de lait, puis le troupeau laitier Hershire pur sang en 1993, c'était leur fonds de pension. La même année, on a fait l'acquisition de la ferme, on a acheté les bâtiments, un peu de machinerie, puis on faisait, à ce moment-là, on a décidé de faire les récoltes à forfait. On a acheté le fonds de terre avec l'érablière, puis on a acheté 18 120 unités de quotas de poules pondeuses. Donc, la nouvelle génération, on s'est dit, on s'en va vers un nouvel type de production. Le véhicule juridique de l'entreprise, nous autres, c'est une compagnie, donc c'est une entité légale distincte des actionnaires. Puis on a des sociétés en commandite aussi, qui est une structure fiscale qui permet de maximiser l'utilisation de l'amortissement et des déductions des petites entreprises. Fait, vous voyez ici, maintenant, nous avons des différents sites de production. Vous avez Ferme Saint-Ours, qui est le cœur, ou que c'est la ferme centrale à Saint-Ours. On a Ferme Avitech, vous avez le petit logo, qui fait partie de Ferme Saint-Ours. C'est un site de production à l'Ange-Gardien. Ensuite, on a Ferme des Patriotes, qui est en production biologique, qui est une société en commandite. On a Ferme Avistar, qui est aussi société en commandite, qui est à Saint-Hugues. Ferme des Patriotes, en passant, est à Saint-Ours et Saint-Charles-sur-Richelieu. Ferme Volistar, qui est à Saint-Hugues, qui est présentement en construction. Puis Ferme Avitera, qui est seulement des terres, qui est aussi une société en commandite. Fait, je vais aller un peu plus en détail avec les différents sites de production. On est parti en 1993, si vous vous souvenez, avec le début de la présentation, à peu près 18 000 poules pondeuses. Aujourd'hui, sur la ferme centrale à Saint-Ours, que vous voyez à l'écran ici, c'est la ferme... fait que c'est l'ancienne étable qu'on a convertie en poulailler.
Fait que vous avez les systèmes de logement dans la poule pondeuse. Il y a comme 4 systèmes de logement différents. On peut parler des cages conventionnelles. On a les systèmes enrichis où c'est comme des grandes vérandas où les poules sont libres dans le système. Il y a à peu près, ça varie des systèmes, ça peut être 20 à 100 poules à peu près. Ils ont des perchoirs, des nids à l'intérieur, des vérandas. Puis, on a aussi les systèmes sur parquet où les oiseaux sont libres de marcher sur parquet avec parcours à l'extérieur ou sans parcours à l'extérieur. Et on a aussi le système de volière où les poules peuvent... c'est un système avec à peu près 3 étages où les poules peuvent se promener en liberté dans le poulailler. Donc, à Saint-Ours, à la ferme centrale, présentement, on a 2 fois 8 000 poules brunes qui produisent des œufs bruns. On a un système de volière à Saint-Ours, on a 2 fois 20 000 poules blanches, c'est des œufs blancs de poules en liberté. Fait que vous voyez sur l'écran à droite, justement, les poules blanches qui sont en liberté dans un système de volière. Fait que vous avez à la gauche la ferme centrale et au centre, c'est le nouveau site de production de 2016 pour les poules en volière. On a aussi des poules biologiques qui ont accès avec parcours extérieur et jardin d'hiver. On a eu notre premier site de production en 2000 et le 2e et 3e site de 4 poulaillers à Saint-Ours 2010 et 2014. Quand on s'est lancé dans l'aventure des poules biologiques en 1998, on a commencé avec 2500 poules. On est allé voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le monde. On est allé voir en Allemagne à une exposition qui s'appelle BioFact. Ils ont des grands bâtiments avec plein d'exhibits. Et on s'est dit, est-ce que c'est juste une mode ou ça va durer, le biologique? Fait que quand on est revenu de l'Allemagne en 2010, on a dit non, c'est pas une mode. C'est là que ça va rester, c'est un marché qu'on doit combler. Fait qu'aujourd'hui, on a suivi le marché graduellement. C'est pour ça qu'on n'a pas construit immédiatement en 2000. On a commencé avec 4 poulaillers. Puis en 2010-2014, on a remis un autre 4 poulaillers en production. Pour aujourd'hui, on a 12 poulaillers de 5000 poules brunes. Pourquoi qu'on a choisi cette grosseur de dimension de bâtiment? C'est pour gérer le risque, mais aussi pour pouvoir répondre au marché, d'avoir un approvisionnement constant en œufs biologiques parce qu'il y a un nouveau troupeau qui rentre à chaque mois de l'année. Ici, vous avez le 2e site biologique. Vous voyez ici, complètement à votre gauche, en bas, c'est le jardin d'hiver. Puis, quand c'est le printemps, quand ça commence à lever, vous voyez que le gazon est vert, mais ça ne prend pas de temps que les poules mangent tout le gazon, puis il n'en reste plus beaucoup. Puis, pourquoi qu'on a décidé d'avoir des jardins d'hiver? C'est qu'on peut prolonger le temps que les poules peuvent aller à l'extérieur au printemps, à l'automne ou les journées pluvieuses. Puis, en cas de maladie aussi, qu'on devrait confiner les oiseaux à l'intérieur, à ce moment-là, les oiseaux peuvent rester quand même, aller à l'extérieur en ayant un toit couvert sans être en contact direct avec les oiseaux sauvages. Puis ici, c'est le 3e site de production à Saint-Ours. Fait que vous voyez, c'est toujours à peu près... Je vais revenir à la diapositive précédente. Non, ça ne marche pas. Oui, je l'ai. Fait que vous voyez, vous avez en haut à gauche, vous avez 2... Dans le milieu, c'est le jardin d'hiver. Le dôme en haut, c'est le jardin d'hiver. Puis vous avez 2 sections de poulaillers de 5000 poules. Puis ici, vous voyez les 4 sections de poulailler avec 2 jardins d'hiver. Puis ils ont accès à l'extérieur aussi pendant l'été. Fait que les poules peuvent aller à l'extérieur dans des jardins extérieurs, des parcours extérieurs. Aujourd'hui aussi, on a un système de logement enrichi avec des vérandas à Saint-Hugues. Là, on a des 2 fois 31 500 poules blanches qui font des œufs blancs réguliers ou des œufs oméga 3. On a 4 poulaillers d'élevage de poulettes. Ça, les élevages de poulettes, c'est de 0 à peu près 18-19 semaines d'âge sur parquet. Capacité de 60 000 poulettes commerciales, capacité de 30 000 poulettes pour des œufs de vaccin. Puis on a des poules aussi en liberté à Saint-Hugues, 16 800 poules brunes qui font des œufs bruns de poules en liberté. Fait que vous voyez ici les poules brunes en liberté. Puis vous avez dans le milieu les vérandas avec ces grandes vérandas où il y a à peu près 93 poules par véranda ou qui peuvent avoir des perchoirs et aussi des grattoirs. Aujourd'hui aussi, on a 6 poulaillers d'élevage de poulettes biologiques sur parquet à l'Ange Gardien, un poulailler pour l'élevage de poulettes en volière à l'Ange Gardien qu'on a construit en 2016. Et c'est la relève qui nous a
On leur a proposé maintenant, on doit mettre des poules en production, on a plus de quotas. Parce qu'on a une augmentation de consommation dans les œufs, fait qu'on est très chanceux, on a des augmentations, il faut les mettre en production. Les jeunes ont dit on veut des volières. Je dis, c'est vous autres qui allez vivre avec ces systèmes-là dans l'avenir, c'est pour vous qu'on construit, donc ils ont choisi les volières et c'est pour ça qu'on sont allés à ce moment-là, on a envoyé un gérant et notre fils David faire une semaine dans une entreprise en Allemagne qui utilisait le même système pour apprendre, bien faire comment élever la poulette, parce qu'en volière, il faut montrer aux oiseaux à monter dans le système, à grimper. Il faut les entraîner. Donc, ça commence quand ils sont tout petits. Fait qu'ils sont allés voir notre gérant et ils sont revenus, puis ils font un excellent travail. Puis on a aussi à l'Ange Gardien, dans le poulailler que vous voyez là, c'est 20 000 poules d'incubation. Les poules d'incubation, c'est des poules qui sont avec des mâles qui font les œufs fertiles pour faire des poussins pour les brûleurs. On a aussi 700 acres de terre en maïs, soya, blé, tournesol, avoine qui sont en production biologique ou en transition de l'être. Puis on a une meunerie à la ferme pour la fabrication des moulins biologiques. Fait que vous voyez à gauche, c'est la meunerie et vous voyez aussi un poulailler biologique avec les poules qui ont accès à l'extérieur. Pour la mise en marché aussi, on a décidé en 2010 de se mettre une boutique à la ferme centrale. On fait la mise en marché d'huile de tournesol biologique qui rentre le tournesol dans les rotations de culture. On a une érablière de 5860 en taille en production biologique où on produit du sirop d'érable et des produits transformés biologiques et qui sont certifiés par Écocert Canada. Et la boutique centrale à la ferme, on a une ouverture de 8h à 11h30 tous les matins, 7 jours par semaine, incluant les journées fériées. Et dans cette boutique-là, il y a une personne qui travaille, qui fait la collecte des œufs. Donc, on est en contact constant avec les consommateurs. Fait que pour nous, c'est important de parler d'agriculture avec les consommateurs, de leur expliquer ce qu'on fait, le travail qu'on fait, parce que c'est un travail, on nourrit des gens, puis il faut les informer. Fait qu'au niveau des choix d'équipement, c'est sûr que le système de véranda qu'on a pour poules, c'était quand même assez innovateur. On a aussi toutes les installations pour les poules en production biologique et le système de volière. J'aimerais vous montrer une petite vidéo pour que vous puissiez voir exactement comment les poules en volière, comment elles se comportent dans le poulailler. Vous voyez ici, vous allez voir ce qui est en rouge. Si vous voyez le rouge, ça, c'est les nids où ils peuvent aller boire. Juste en avant des nids, ils ont des abreuvoirs. Puis un peu plus bas, dans le premier étage puis le dernier étage, il y a des trémies pour qu'ils peuvent aller manger. Et vous voyez qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre, ils volent. Fait que on est vraiment très, très satisfait du système qui est en place. La production est excellente. Fait que vous voyez vraiment, on entend un petit peu les entendre chanter un peu, mais vraiment, c'est un système intéressant. Donc, ce qu'on a décidé dans les prochaines constructions qui sont en cours, on va transformer le système de véranda en volière pour l'année 2019 et 2020. Fait que ça vous montre un petit peu l'intérieur. Fait que présentement, en construction à Saint-Hugues, on va avoir l'élevage de poulettes qui est en construction. Les oiseaux, les poussins vont entrer le 9 décembre 2018. Puis toutes les vérandas, comme je le mentionnais, seront convertis en volière. On va pouvoir passer à avoir 2 fois 50 000 poules pondeuses. Ça va être des œufs blancs de poules en liberté. Fait à partir de 2020, toutes les poules de ferme Saint-Ours vont être des poules soit en volière ou sur parquet, donc des poules en liberté. C'est sûr qu'au niveau de la vision de l'entreprise, c'est extrêmement important les choix des partenaires. Il faut savoir bien s'entourer, développer des réseaux de contacts, puis les maintenir, puis avoir des stratégies de développement, bien contrôler nos coûts de production dans tous les secteurs d'activité. Donc, on se mesure. Puis ça, je pense, tantôt, vous parlez, le concours, les félicitations à tous ceux qui ont participé.
parce que c'est une façon pour vous de faire un temps d'arrêt et de vous mesurer pour aller plus loin. Il faut aussi investir dans la rénovation des poulaillers avec des équipements de pointe. Donc, on va régulièrement à différents shows pour vérifier qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté au niveau de l'équipement. Puis, comme je le mentionnais tantôt, 2020, toutes les poules seront en liberté. Il faut aussi être à l'écoute des marchés des consommateurs. C'est pour ça qu'on est allé en production biologique. Parce que les consommateurs disaient « on veut des œufs biologiques ». On est sous gestion de l'offre, on a un devoir de répondre à tous les marchés. Puis les œufs biologiques, c'en était un, puis c'est un marché qui est en croissance. C'est un petit marché, mais il est en croissance. Fait qu'il faut être toujours aussi, quand on parle des poules en liberté, si on écoute nos consommateurs, de plus en plus, ils veulent des œufs de poules en liberté. Il faut être prêt à rencontrer ce marché-là et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le planifier. C'est demain matin, si dans 6 mois, ils disent qu'il faudrait avoir des œufs de poules en liberté, bien, ça prend, il faut avoir construit les bâtiments, il faut avoir entraîné nos poulettes à aller en liberté. Donc, c'est plus que 6 mois que ça prend presque 2 ans pour être capable de les mettre en production. Puis, il faut toujours être aussi à l'affût d'opportunités. C'est pour ça que le réseau de contact est important. Si on a pu, comme entreprise, se développer, c'est parce qu'on était à l'affût des opportunités, on était présent. Quand il y avait une opportunité qui se présentait, on levait la main, oui, on est là, on va la faire, on va faire le projet. Puis il faut aussi cultiver la créativité en étant à la recherche continue d'informations, puis aussi à l'affût de nouveautés pour toujours innover. Fait que quand je parlais tantôt de la mesure, on s'est présenté au concours de l'Ordre du mérite agricole en 2000 la première fois, la médaille de bronze. Ensuite, on s'est présenté à la médaille d'argent en 2005 et on a gagné la médaille d'or en 2010. Donc, ça permet de se mesurer et aussi de s'améliorer et ça développe aussi nos réseaux de contacts. Au niveau de la production, on a toujours cru en la production d'œufs de spécialité. Donc, dès les années 90, on a commencé à produire des œufs enrichis en oméga 3 en alimentant les poules avec un aliment différent qui contient de la graine de lin. Ensuite, il y a eu toute la question des œufs biologiques avec accès sur parcours extérieur. C'est sûr, c'était une ouverture sur la nouveauté. Il fallait oser aller valider ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'on est allé voir en Allemagne. Puis, il a fallu chercher des solutions qui sont approuvés en production biologique parce qu'il y a des défis. Quand on parle de l'alimentation, quand je dis que je travaille en biologique, tu fermes le livre, puis tout ce que tu as après école, puis tu recommences. Là. Parce que les ingrédients biologiques sont limités. Ça prend, vous savez que ça prend aucune présence d'OGM, ça prend aucun procédé chimique. Il faut que tout soit approuvé biologique. Donc, on est limité dans les choix d'intrants puis d'ingrédients qu'on peut mettre dans les aliments. Il y a des comportements aussi des oiseaux qui s'expriment plus fort. Les oiseaux qui sont en liberté ont tendance à l'ordre social est plus fort. Les poules plus fortes peuvent des fois picosser leurs amis, les voisines, puis on a de la mortalité. Donc, il faut travailler avec une façon différente du comportement des oiseaux pour minimiser ces problèmes-là. Puis tout le contrôle des insectes, là, on ne peut plus utiliser aucun produit chimique, donc il faut travailler avec des produits qui sont plus naturels. Donc, on travaille avec des produits biologiques qui mangent soit les larves de mouches, soit qui mangent les larves de ténébrions. On travaille avec des produits naturels pour le contrôle des mythes. Puis au niveau des terres, on a décidé, afin de mieux contrôler notre coût de production, de mettre nos terres aussi en mode de production biologique. Donc, le maïs, le blé, le soya qui est produit sur nos fermes est utilisé dans les aliments des poules biologiques. Puis certaines des terres sont aussi en mode de transition pour devenir biologiques. On regarde beaucoup la rotation des cultures, l'utilisation d'engrais verts, puis le travail du sol. Je parlais tantôt, le partenariat est important. Fait que nous sommes actionnaires aussi de Nutrieuf, qui est un poste de classement qui est situé à Saint-Hyacinthe. C'est le 2e classificateur d'importance d'œufs au Canada. Nutrieuf détient 70% des parts de marché du Québec. Nutrieuf est aussi propriétaire de Oval, qui est à Québec, un autre poste de classement, et de Countryside au Manitoba.
On est aussi partenaire par Nutrieuf avec les œufs Richard, Viteuf à Québec, les œufs Richard sont en Abitibi, Distribution avicole du Nord qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maritime Pride Eggs au Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, Ontario Pride Eggs en Ontario, Supreme Eggs Ontario et Star Eggs Saskatchewan. Puis au niveau du partenariat, on voit au niveau de la mise en marché avec Nutrieuf, le classificateur d'œufs, mais on est aussi propriétaire avec d'autres producteurs de fermes de production d'œufs au Manitoba, la ferme Manova Limited, avec 66 000 poules pondeuses. Au Nouveau-Brunswick, avec une autre famille, ferme Madalia, avec 110 000 poules pondeuses. Puis on est aussi partenaire dans le couvoir Maritime Hatchery Limited au Nouveau-Brunswick. Nous sommes aussi membres de la coopérative Citadelle, qui est une coopérative de production de sirop d'érable qui fait la fabrication, la transformation et la mise en marché, mais ils sont ouverts aussi sur le vente au niveau du marché international. Puis on est membre de la coopérative Comax et de la coopérative Covilac. Je pense que la formation est extrêmement importante. Elle a fait partie de tout mon cheminement. Mais au niveau de la relève, on croit aussi que la formation et l'expérience à l'extérieur de l'entreprise est importante. Entre autres, Marie-Pierre est comptable agréée. Elle est présentement actionnaire. Elle a travaillé à l'extérieur pour une firme comptable pendant plusieurs années. Maintenant, elle s'est jointe à l'entreprise à temps plein depuis 2016. Mon fils David et mon neveu Jonathan travaillent aussi à la ferme à temps plein. David est ingénieur, puis il a est allé chercher son titre d'ingénieur parce qu'on disait « va chercher ton titre ». Et il a travaillé sur une firme en construction de poulailler à Drummondville pendant 2 ans. Et mon neveu Jonathan était gestionnaire d'équipes sportives, d'équipes de jeunes, donc la question ressources humaines, fait qu'il travaille à la ferme depuis fin 2017. Ensemble, on a des rencontres mensuelles, toute l'équipe. On discute des projets en cours et à venir, des budgets. On regarde toute la gestion des ressources humaines et tout nouveau projet passe par cette rencontre-là mensuelle. Fait que vous avez Marie-Pierre sur la photo, mon fils David dans le centre et Jonathan à droite. Puis qu'est-ce qui est extrêmement important, c'est de garder un équilibre travail, famille, implication sociale, se donner des petits moments en couple, en famille, à chaque jour et chaque semaine. On sait que l'agriculture, c'est une passion, ça demande beaucoup d'heures de travail, mais il faut se donner du temps ensemble. Que ce soit des fois de juste se prendre un repas par jour ensemble, en famille, avec ceux qui sont disponibles. Puis on se donne un défi aussi de faire des activités en famille, des petites vacances d'été, que ce soit quelques jours. On souligne toujours les anniversaires. Pendant le temps des sucres, on fait des parties de cabane à sucre. On est chanceux, on a une cabane à sucre, on a un lieu de rencontre, fait qu'on en profite pour se réunir à ce moment-là. Puis à chaque fête du travail, depuis, mon père, il dit, la première fois qu'on le fait, je commençais à marcher. Donc, ça s'est continué, cette tradition-là, de se voir à la fête du travail, tous les cousins, toutes les cousines ensemble, mes frères et sœurs, les conjoints, conjointes. Fait que vous voyez, là, tout récemment, vous avez à gauche un peu plus, ça fait un petit bout de temps, mais plus récemment, mes parents ont fêté leur 60e anniversaire de mariage. Donc, on s'est tous réunis ensemble pour fêter cet événement-là. Fait que vous voyez tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de mes parents. Puis le plus beau cadeau de la vie, c'est d'avoir eu la chance d'avoir une famille. J'ai 4 beaux enfants. Maintenant, 7 petits-enfants avec leurs conjoints et conjointes. Puis ça, ici, c'est une photo. Quand on dit, c'est un exemple, c'est important de prendre des temps ensemble. C'est qu'on est au Nouveau-Brunswick, sur le bord de la mer. Puis on s'est dit, on va prendre une semaine ensemble, tous ensemble, pour vivre pour se rencontrer, pour échanger ensemble, pour vivre des moments, pour prendre des petites vacances en famille. Fait qu'en conclusion, je pense que la valeur la plus importante pour moi, c'est le respect. Respect de moi, de ce que je suis, de tous mes partenaires d'affaires, des associés, des employés qui sont importants dans l'entreprise. Respect des oiseaux, du bien-être animal. Respect aussi de l'environnement. Puis toujours se tenir informé, se former. C'est une continuelle évolution. L'agriculture, c'est une science. Puis elle continue toujours d'évoluer. Puis la recherche est toujours continue tout le temps. Puis il y a toujours des nouveautés qu'on doit implanter dans nos façons de faire.
Puis c'est pour ça qu'il faut se tenir informé, se former. Puis des journées comme aujourd'hui permettent aussi de vous informer, de vous former, puis aussi de développer des réseaux de contacts. Il faut continuellement penser à innover. Fait que la présentation de M. Jacob était vraiment dans le même sens. Bien s'entourer de partenaires. Vous savez, quand on a présenté notre projet en 1993, on était 2 agronomes et une comptable agréée. Les institutions financières ne croyaient pas beaucoup à notre plan d'affaires. Ça a pris une personne qui a cru en notre projet, qui a pu permettre qu'on se lance en affaires et qu'aujourd'hui, l'entreprise est devenue ce qu'elle est. Mais elle ne serait pas devenue scellée si on n'avait pas eu nos réseaux de contacts, si on n'avait pas eu des partenaires, des employés hors pair. Puis ne pas hésiter de sortir de notre zone de confort. C'est la phrase qui dit souvent, si on regarde seulement l'arbre à l'avant de la forêt, on ne voit pas tous les arbres derrière la forêt, dans la forêt. Donc, c'est important de vraiment oser, puis d'aller chercher l'information où qu'elle soit. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, il y en a partout. Fait qu'on peut trouver de l'information à plein d'endroits, mais d'aller la chercher, cette information-là. Puis ne jamais perdre de vue qu'il faut garder un équilibre entre le travail, la vie familiale et l'implication sociale. Donc, je veux juste vous dire, c'est un petit message. On est dans l'ère de la relève engage des travailleurs étrangers. Nous avons 4 Guatémaltèques, 4 Colombiens. Donc, l'espagnol, c'est la relève qui parle espagnol. Donc, ils ont appris. Puis présentement, ils perfectionnent la langue espagnole pour parler avec les travailleurs étrangers. Donc, vous voyez, c'est une autre innovation pour nous, c'est de se lancer vers laisser la place à la relève. Ils ont des bonnes idées, puis il faut les écouter comme parents. Nous, on est dans la transition, donc il faut vraiment écouter ce qu'ils ont à dire parce que leurs idées, elles sont vraiment pas mauvaises, sont vraiment bonnes. Donc, puis on voit qu'ils réussissent très bien. Donc, je vous remercie. Ça conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention.